Bienvenue à LVA TV. Nous avons une belle visite ce matin à Québec sur Grande Allée. Nous sommes avec François Lambert, auteur, conférencier, entrepreneur avant tout. François Lambert, on va vous présenter donc entrepreneur qui a fait fortune dans le monde des communications. Dans votre livre qui s'appelle Qu'est-ce que j'en pense, vous dévoilez être de père fédéraliste, être de père souverainiste et vous-même fédéraliste, passionné de politique, retraité à 42 ans, passionné d'agriculture aussi. Oui. Est-ce que ce schéma vous va? Ça me va très bien, mais j'ai pris ma retraite parce que mon rêve était toujours de prendre ma retraite très tôt pour pouvoir profiter de la vie. Et à 42 ans, j'ai fait comme, OK, mais je fais quoi? Tu sais, les premiers 3 mois, tu cherches des amis pour aller prendre des cafés, mais il n'y a personne de disponible. Ils travaillent, eux autres, là. Donc, Ils en ont encore pour 20 ans. Ben oui, fait que là, tu te dis, OK, ben j'enlève le mot retraite et pour me rendre compte qu'on est entrepreneur et on reste entrepreneur toute notre vie. Être à la retraite ne fait plus partie de mon vocabulaire. Je prends le temps de vivre. C'est la différence, c'est que je choisis mes débats, je choisis mes combats au jour le jour, mais je vais travailler toute ma vie parce que c'est le fun. Je choisis les projets qui me tiennent à aller constamment. Donc, oui, je peux prendre ma retraite, mais je la prendrai pas avant un bon bout de temps. Vous dites dans votre livre aussi que vous êtes un gars franc. Oui. Serez-vous 100% franc ce matin? Parce qu'on aborde des gros sujets dans l'agriculture. Bien, je vais dire ce que je peux dire. OK, c'est bon. Mais c'est assez rare que, dans le fond, pour être franc, c'est qu'on choisit les batailles. Et si on décide de parler d'un sujet, bien, faut y aller jusqu'au bout de notre pensée. Sinon, ça laisse des malentendus. Puis c'est pour ça que je me considère une personne franche parce que je vais jusqu'au bout des choses ou je n'y vais pas du tout. OK. Avant d'entrer techniquement dans l'agriculture, on va parler un peu de politique. Vous êtes passionné de politique. Oui. J'imagine que chez vous, avec un père souverainiste et vous-même fédéraliste, ça a dû débattre souvent à table. Bien, quand j'étais petit, c'était drôle parce que les samedis soirs, on vient de la campagne, on a une microscopique maison de 24 par 26 à peu près. On est 4 enfants là-dedans, mais c'est le lieu de rassemblement. Mes parents, tu sais, il y avait toujours les samedis soirs, tout le monde venait chez moi. Et dans ce temps-là, les gens arrivaient, dans les années 70, avec une caisse de 24 de la BAT 50. OK, sans faire de pub pour personne. C'était ça qui était la bière. Le monde arrivait avec une caisse de 24 et il refaisait le monde. De plus en plus que la soirée avançait, plus le monde se refaisait. Bon, mon père est souverainiste. Dans ce temps-là, c'était Pierre-Éliott Trudeau qui était au pouvoir à Ottawa. Et je me souviens des discussions des gens qui voulaient faire tasser Trudeau de là. Puis il y avait un ami de mon père qui était un peu il était intense un peu. Puis lui voulait faire de la 504. OK? Mais la 504, c'était comme une bombe. OK? Puis mon père disait, ouais, non, c'est pas de même qu'on fait le monde. Là. On fait le monde avec des paroles, pas avec des bombes. Puis là, lui, au début de la soirée, il voulait pas faire une bombe. Il n'a jamais fait de bombe, le monsieur, puis il est décédé. C'est un conducteur de camion. Mais à la fin de la soirée, il voulait faire une bombe qui était la 504. Puis comme jeune garçon de 12-13 ans, tu entends ça, tu te dis, mais ils sont complètement cinglés. Puis mon père essayait toujours de calmer les ardeurs de l'autre qui voulait faire une bombe pour aller faire sauter Trudeau, parce que Trudeau était comme anti-canadien français dans ce temps-là. Mais donc toute ma jeunesse, j'étais assis dans l'escalier puis j'écoutais la politique constamment parce qu'on parlait que de politique chez nous. Et mon père est souverainiste, il est né souverainiste, il va mourir souverainiste. Donc là, il ne doit pas être très heureux parce que d'un Trudeau à l'autre, on est encore avec un Trudeau. Là. Oui, mais le gouvernement qu'on a actuellement, moi j'ai écrit au début parce que je pensais me présenter aux élections avec Justin Trudeau. Malheureusement, j'ai déchanté. Je le regarde aller en ce moment, c'est pas le gouvernement. Je ne serais pas à l'aise d'être dans ce gouvernement-là. Et je ferais probablement comme Amanda Simard qui a fait avec Doug Ford en Ontario, qui a démissionné. Je ne pourrais pas être dans le gouvernement actuel du gouvernement Trudeau. Je serais vraiment mal à l'aise de voir qu'on endette le pays sans raison en ce moment et qu'on n'a pas de vision claire pour le Canada. Je ne serais pas à l'aise avec ça. Au niveau du Québec, là, les élections ont eu lieu récemment. La Oui. CAQ est au pouvoir. Oui. Vous êtes un entrepreneur. La CAQ est quand même un parti d'entrepreneurs. Est-ce que vous êtes heureux de ce pouvoir-là actuellement? Vous voyez ça comment, l'arrivée de la CAQ? Bien, on avait besoin du nouveau. OK? On a toujours besoin de changement. Puis n'importe qui reste à la tête, même entrepreneur, si on reste à la tête de notre entreprise trop longtemps, à un moment donné, on devient habitué dans le confort. Il faut changer ça. Là, on a un gouvernement qui arrive puis il a dit qu'il était pour faire du changement. Depuis qu'il est au pouvoir, il met en œuvre ce qu'il a dit qu'il était pour faire. Est-ce que je suis d'accord avec tout? Bien non, on ne peut pas toujours être d'accord. Ce qu'on voit là en ce moment, c'est un gouvernement qui a décidé de mettre en place le changement qu'il voulait. Cependant, c'est bien beau le changement, mais bon, on est à la vie agricole ici, on parle d'agriculture et je n'entends pas parler de l'agriculture. Et on n'a pas entendu en parler dans la campagne électorale. On n'a pas encore entendu parler. Le ministre, on a eu une allocution
dernièrement au congrès de l'UPA. C'est mou, je ne vois pas de vision encore. Et pourtant, l'agriculture, on le voit cette semaine, on a annoncé que le panier d'épicerie coûterait 400 $ de plus. On a eu la semaine passée un problème avec la laitue romaine qui était contaminée. On fait venir des camions de la Californie, on assèche la Californie pour se nourrir au Québec. Et pour moi, ça manque de vision en ce moment au point de vue de l'agriculture, puis de nourrir le peuple. Ça manque de soutien au niveau de la culture en serre, par exemple. Ça manque de soutien au programme en hydroélectricité pour les agriculteurs, probablement. Oui. Mais vous disiez, on ne parle pas d'agriculture, mais c'est sûr, pendant la campagne, François Legault, le Premier ministre, l'a dit et répété plusieurs fois, même au micro d'LVA TV, même sur le plateau ici, il est en faveur du monopole. Donc, à partir du moment où il est en faveur du monopole, il y a peu de chances, en fait, qu'on voit des grands changements d'agriculture. Mais c'est assez bizarre qu'un gouvernement peut être en faveur d'un monopole. On ne parle pas de l'électricité, où c'est un besoin essentiel. On parle d'un syndicat qui représente des agriculteurs. On a, dans le domaine de la construction, tu as énormément de syndicats à la même entreprise. Donc ici, au gouvernement, on refuse, alors que les autres provinces ont plusieurs syndicats qui représentent les agriculteurs. Et c'est sain d'avoir de la concurrence. Ne pas avoir de concurrence, les gens restent dans leur propre domaine et il manque quelque chose. Moi, je suis dépassé que le rapport Pronovo, qui parlait de ça, d'avoir de la concurrence, entre autres, n'a jamais été mis en place et que le gouvernement n'a pas osé parler de ça. Pourquoi on a peur de parler d'agriculture au Québec? On a peur de parler d'agriculture au Québec. D'ailleurs, vous avez dit quelque chose hors d'onde tout à l'heure. Si vous étiez ministre de l'Agriculture demain matin, oui. Vous mettiez en place rapport Pronovo, rapport Gagné? Oui. Puis après? Je démissionnerais. Non, je fais une blague. Je ne démissionnerai pas. Mais c'est des rapports que le gouvernement a demandé, des rapports qui font du sens, des rapports qui disent dans la direction dans laquelle on a pris. Puis c'est correct des fois de prendre des directions, de dire on s'en va quelque part, puis se rendre compte qu'on s'est trompé. Le problème avec autant le rapport Gagné pour la sériculture que le rapport Pronovo, c'est qu'on s'en va dans une direction qui n'est pas saine, qui est reconnue par tout le monde que ce n'est pas la bonne solution à long terme, et on s'obstine à ne pas les mettre en place. Ces rapports-là ont été faits afin de se questionner. On doit se questionner constamment. Si je ne m'étais pas questionné comme entrepreneur, je n'aurais pas connu du succès. Il faut que je me questionne constamment pour voir vers où le marché s'en va, qu'est-ce que les clients veulent, et on ne fait pas ça dans l'agriculture au Québec. Parce que le débat qui peut difficilement se faire au Québec se fait un petit peu quand même à la Régie des marchés, notamment actuellement l'Union paysanne fait des demandes pour du hors-quota. Oui. Il y a des exemples à travers le Canada, dans d'autres provinces, où effectivement il y a plus de liberté hors quota. Oui. Avez-vous un espoir qu'au Québec, à un moment donné, on sorte de ce... J'ai espoir quand je vais voir un ministre qui va accepter de confronter. Parce que l'UPA est quand même un syndicat qui est fort. On le voit au dernier congrès de l'UPA, le ministre de l'Agriculture va rencontrer l'UPA à huis clos avant de prononcer son allocution. Pour moi, là, c'est un non-sens. Pour moi, c'est l'équivalent du ministre des Ressources naturelles qui va rencontrer les pétrolières avant de faire un débat sur les gaz à émissions de serre éventuellement. Ça ne fait pas de sens. On est supposé avoir une vision de l'agriculture. Ça laisse supposer que Marcel Gros est peut-être plus ministre que M. Lamontagne. Bien, moi, depuis les élections, ce que je vois Marcel Groslo partout. Et honnêtement, ça fait plusieurs fois que j'écris, je ne retiens pas beaucoup le nom du ministre de l'Agriculture. C'est assez bizarre. Je pense que c'est la verdure ou la montagne. La montagne, puis je vais l'oublier dans 2 minutes. C'est pas un ministre qu'on voit tellement présent. Et pourtant, l'agriculture, l'agro-tourisme, on a parlé d'Ardonne tantôt, les vaches en Suisse, comment c'est important. On doit remettre nos campagnes qui sont belles. C'est de l'argent, c'est du tourisme facile. Moi, je me promène à travers le monde. Qu'est-ce que je veux voir? Je ne veux pas aller voir la Tour Eiffel à Paris. Je l'ai vue, on l'a tout vu sur des photos. Tu arrives là, tu dis, bon, OK, est vu. Bon, maintenant, peux-tu prendre une auto, aller voir les campagnes? Aller voir quoi? Une petite ferme qui font du gavage. On peut pour ou contre le gavage des choses, mais lorsqu'on a la chance de le voir. Tu vas à une autre place, tu rencontres un paysan qui fait un petit peu de fromage. Je me promène dans les campagnes à travers le monde. Ils sont accueillantes, il y a une vie. Oui, il y a des campagnes aussi qui sont très laides dans la France, qui a des champs de blé à perte de vue. Au début, tu fais comme « wow », puis après ça, tu dis « bon non, est où la petite maison? Il est où le petit paysan qui essaie d'en vivre? » On ne voit pas ça dans les campagnes ici. Les petits paysans qui essaient d'en vivre, c'est pas possible. On parle de poules. On ne peut pas avoir plus que 100 pondeuses. 100 pondeuses, tu n'es pas capable d'en vivre. À 300 pondeuses, tu n'es pas capable de vivre richement. Mais tu commences quand même, si tu fais des oméga, tu peux vendre 5 à 6 $ ta douzaine. En Colombie-Britannique, on peut se rendre à 2000 pondeuses. Oui. Donc, il y a quand même des particularités au Canada qui pourraient peut-être être appliquées au Québec. Mais pour ça, il va falloir un dialogue. Mais il faut faire un dialogue et accepter
de faire différemment. Et ça, je ne le vois pas et je vois que c'est un combat de tous les jours et je me pose la question, pourquoi c'est un combat de vouloir faire vivre des familles à la campagne? Les campagnes se vident. Donc, ils se vident pour plusieurs raisons. Un, l'Internet est à l'âge de pierre à la campagne et ce qui est décevant, c'est que le CRTC a déjà mentionné que pour la ils ont de l'argent, mais on n'a pas d'Internet assez rapide. Ça prend ça pour amener des familles à la campagne. Après ça, il faut qu'ils soient capables d'en vivre en vivant à la campagne. On ne veut pas des gens en campagne qui viennent travailler en ville. Ça n'a pas de bon sens. On veut qu'ils vivent. Donc, comment ils peuvent vivre? Ça prend, ils veulent vivre de l'agriculture, mais il faut revoir un paquet de choses pour ça. Deux choses avant de terminer. Parler d'agriculture, débat d'agriculture, ça va être difficile, comme on disait, parce qu'en fait, vous êtes allé à Tout le monde en parle récemment. Oui. Vous avez eu des propos assez durs, en fait, envers l'UPA. Oui. Et je pense que ça vous a un peu déstabilisé sur le coup, parce que finalement, il y a eu quand même des réclamations de la part de l'UPA. Bien, oui, il m'a envoyé une lettre, mais tu sais, c'est un petit groupe qui en contrôle l'ensemble du groupe. Et pour moi, regardons seulement la Fédération de la séricole. Ce n'est pas de sens que ce soit la Fédération qui gère les quotas et qui achète le produit. Le syndicat et le boss, en même temps, ça ne fait pas de sens. Oui, j'ai été dur et l'affaire, c'est que c'est vrai, OK? Parce que si, la preuve, c'est qu'on m'a envoyé un email tout de suite me demandant d'aller les rencontrer. Ils n'aiment pas être remis en question. Et pour moi, j'ai le droit de remettre en question parce que je vis en campagne, j'en suis un agriculteur. Mais pensez-vous d'aller les rencontrer, ça pourrait ouvrir le débat, d'aller s'asseoir avec eux, dire écoutez, voilà, moi c'est ça que je pense, comment vous voyez les choses? Bien, je veux dire, si, pour avoir en partant, si on veut avoir un débat, on ne menace pas. On dit écoutez, M. Lambert, j'aimerais ça vous rencontrer, vous avez eu des propos. On est ouvert à voir pourquoi vous pensez ça. Pourquoi vous pensez que vous avez dit ça, dans quelle optique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Ça, c'est d'être ouvert d'esprit et c'est comme ça que les grands entrepreneurs réussissent. Ici, on me dit, tu as dit ça, viens nous rencontrer, sinon on va te taper ses doigts. Mais je ne m'assois pas avec des gens qui vont me taper ses doigts. J'ai 51 ans, là. Je n'ai pas 3 ans où j'ai échappé mon verre de lait. Ça fait 3 fois, là, pour me donner une tape pour que je recommence. Non, non, non. On va dialoguer. Si vous voulez dialoguer, je vais être le premier. Mais pour dialoguer, il faut avoir une ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, ça veut dire que les gens à la table emmènent des propositions, puis on retient ce qui est meilleur pour tout le monde. Et si je vais juste là pour aller me faire dire, voici la lettre, voici comment tu devrais te comporter, il n'y aura pas de discussion à ce moment-là. Je vais apporter des idées, ils vont m'apporter des idées, puis à la fin, on va sortir gagnant tout le monde de ça. Moi, ce que je veux, dans le fond, c'est que ça soit le fun de faire de l'agriculture, qu'on puisse en vivre. Moi, j'ai 3000 érables, OK, je ne vivrai pas. Et qu'il y ait une diversité, j'imagine. Bien, ça prend de la diversité. Tu sais, hors d'onde, j'ai parlé tantôt que moi-même, je m'accapare des terres dans mon coin et je ne suis pas fier de ça. Je les achète parce qu'elles ne sont pas chères, je les achète parce qu'elles sont adjacentes à mes terres, mais pour moi, c'est un non-sens parce que je suis en train de vider le rang. Le fond de rang m'appartient. Est-ce que c'est sain pour une campagne? Absolument pas. Parce que les maisons qui sont là, soit que je les démolisse, soit qu'ils vont être abandonnées parce que je ne peux pas les vendre séparément parce que la loi de protection agricole ne me permet pas de faire ça. Donc, les familles ne peuvent pas. Tu sais, c'est une belle loi, mais c'est une loi qui date de 40 ans, la protection du territoire agricole. Oui, d'ailleurs, c'est l'anniversaire au mois de novembre Donc, il faut loi. dire, bon, parfait. Il y a beaucoup de débats autour de cette loi qui vont Ben oui, parce qu'elle était là pour une raison, puis elle est encore là pour une raison. Mais maintenant, il faut se questionner, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour le futur? Dans ce temps-là, il n'y avait pas des petits agriculteurs qui, avec un quart d'acre, étaient capables d'en vivre. Aujourd'hui, c'est possible, avec un acre, de faire vivre une famille en faisant pousser des légumes. Donc, il faut se poser comme question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis, qu'est-ce qu'on fait avec les maisons qu'un grand agriculteur voudrait acheter, mais qui n'a pas besoin de la maison? Il faut se questionner parce que c'est mon cas. J'en ai acheté 3 maisons, j'en utilise qu'une seule. On fait quoi avec les autres? Le dernier point que j'aimerais aborder, Oui. d'ailleurs, vous avez parlé de renverser le verre de lait. Ben, ça, on va le renverser on va le renverser le verre de lait parce qu'il faut aborder le sujet de la gestion de l'œuf. Oui. Moi, j'ai lu votre livre, il y a plein de choses intéressantes, il y a beaucoup de choses remises en cause du fonctionnement du Québec actuel. Oui. Mais il y a un passage dans votre livre, à page 74, où vous dit nous devons néanmoins penser à long terme, avoir le courage d'expliquer l'avenir de l'agriculture aux cultivateurs, cesser de vivre dans le déni en essayant de faire sans cesse sa publicité pour promouvoir le lait. Le marché se remplacera après environ 5 ans et ceux pour qui il ne sera plus rentable de produire des œufs, du lait ou de la volaille, eh bien, ils pourront offrir d'autres produits pour lesquels la demande est réelle et trouver des solutions innovantes pour battre la concurrence telles de véritables entrepreneurs. Oui. Vous avez une
position sur le lait qui est un peu drastique. Enfin, Oui. on se demande des fois, est-ce que vous voulez vraiment casser la gestion de l'œuf? Puis, des fois, on se dit, est-ce qu'il est sur le chemin de Maxime Bernier? Ah non, 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 non. Non, Maxime, tu sais, dans le fond, la réponse est oui et non. J'ai déjà regardé et j'ai dit, OK, parfait, il faut enlever complètement la gestion de l'offre. C'est un modèle dépassé, mettons la hache là-dedans. Bon, à force de lire, s'informer, regarder ce qui se passe ailleurs, il y a moyen d'avoir une transition qui est pas mal plus à long terme. Maintenant, est-ce que c'est le gouvernement qui doit, puis le peuple, parce que le gouvernement, c'est le peuple, est-ce que c'est le peuple qui doit nécessairement payer pour abolir les quotas et donner des milliards et des milliards aux gens alors qu'ils ont joué le jeu de la spéculation? Parce qu'ils l'ont fait, le jeu de la spéculation. Le litre le quota qui coûtait 1 000 en coûte 25 000. Ils se relancent, ils l'ont remonté par la force du marché, de l'offre. Est-ce que c'est à nous de payer au complet? La réponse est non. Cependant, et les gens s'obstinent, c'est que le lait n'est pas en croissance. Le lait, il y a une croissance par la force de la population qui augmente, mais la consommation par capita n'est pas en croissance. Et ce n'est pas le lait américain, notre concurrence. Ce n'est pas le lait américain. C'est ça qu'il va falloir que les cultivateurs et les gens qui font du lait, les producteurs de lait, comprennent très bien que la concurrence, c'est celle qu'ils ne voient pas. Elle est où la concurrence? Elle est dans le lait de soya, dans le lait de chanvre, dans le lait de riz, dans le lait de cachou. Nommez-le le lait d'avoine. La vraie concurrence est là. Avant, là, pour avoir du lait de soya, c'était le seul qui existait à peu près. Il fallait que tu ailles dans le supermarché le plus voyons, le plus spécialisé, vraiment, où c'est les granos qui allaient là. Puis on avait un stéréotype, ça sentait le patchouli, on va faire une blague, là, mais ça sent les épices, c'est là que tu allais acheter. Là, maintenant, tu arrives, le lait de soya, il y a autant de laits végétaux, il n'y a pas qu'on appelle les laits végétaux, mais les boissons à base qui prennent l'espace. La vraie concurrence, elle est là, ils ne la voient pas venir. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut revoir la gestion de l'offre. Comment la revoir? J'ai quelques idées, mais c'est en se parlant, en n'ayant pas peur. Parce que la réalité, c'est qu'on a perdu 3 pour le Trans-Pacifique, 3 pour l'Europe, 3 pour le Nouvel ALENA. Le Nouvel ALENA, dans 5 ans, va être revu encore. Je vous annonce tout de suite, là, pour ceux qui ne le savent pas, on va en perdre encore un 3 à 5 Et si on ne perd pas là, on va perdre dans l'acier, on va perdre dans nos mines, on va perdre ailleurs. Il va falloir donner une monnaie d'échange éventuellement. Parce que la gestion de l'offre, tout à l'heure, vous étiez inquiet de la vitalité des régions. Oui. C'est vrai que la gestion de l'offre, elle est aussi un mécanisme qui permet d'entretenir les régions. Donc c'est pour ça, en fait, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, en fait. Avec un bémol, parce que nos régions, la ferme traditionnelle de 30 vaches, 20 vaches, elle n'existe plus. Promenez-vous dans les campagnes, ça n'existe plus. Dans mon rang, là, mon rang mesure 7 km. Il reste un producteur de lait. Toutes les autres ont tombé. Non, il en reste 2. Il en reste un qui est immense, qui a 300 vaches, et l'autre qui a à peu près ses 50 vaches, une petite ferme familiale. Tous les autres ont tous tombé un après l'autre. Soit la faillite, parce que, ou ils ont vendu au plus gros, tout simplement. Donc, la petite ferme n'existe plus. C'est de plus en plus les gros qui sont là. Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est techniquement, quand on écoute le discours de l'UPA, ils disent que c'est pas ça qu'ils veulent, puis ils veulent garder la gestion de l'offre pour garder les gens à la campagne. Bien, je les invite à venir se promener à la campagne. Montrez-moi des campagnes où 20 vaches encore, ça n'existe plus. Il n'y a pas de relève. Le problème, c'est que ça coûte tellement cher que la relève ne peut pas, mettre 2 millions de dollars pour un maigre revenu parce qu'ils ne gagnent pas tant que ça non plus, là. Alors, ce que je comprends, c'est qu'une des grandes solutions pour l'UPA, c'est un jour de relire le rapport Pronovo, de relire le rapport Gagné et de s'asseoir avec des gens qui ont une vision sur la diversité. Vous en faites partie. Yvon Picotte, ancien ministre de l'Agriculture, qu'on a entendu hier en conférence à Saint-Rémy-de-Napierville, parler aussi d'agriculture plurielle. Espérons qu'un jour, Marcel Gourlot vous appelle et vous dise « François Lambert, on s'assoit, on discute. » J'ai déjà déjeuné avec Marcel. Puis il m'a dit « Il faudrait que tu penses comme ça. » Bien, j'ai dit « Écoute, si tu penses comme moi un jour, je vais penser comme toi un jour. » Puis on a eu une belle discussion. Il n'y a pas de guerre, là. Je ne suis pas d'accord avec sa vision, il n'est pas d'accord avec la mienne. Puis on peut se parler quand même. Si le débat a lieu, c'est très bien. Merci. Merci, bonne journée.